Merci beaucoup de votre accueil. Et moi, je voulais vous dire très simplement le plaisir que j'ai à me retrouver ici pour ces entretiens enseignants-entreprises. J'ai conscience de parler, et pour le gouverneur de la Banque de France, c'est un privilège devant un public d'enseignants en sciences économiques et sociales. Il y a quelques étudiants aussi de Melun que j'ai vus tout à l'heure. Puis vous me permettrez une petite note personnelle. Pour le très ancien polytechnicien que je suis, je le dis devant le président de l'école, me retrouver dans cet amphi, je suis peut-être pas le premier depuis hier, mais c'est quand même une petite émotion. Je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous un souvenir lointain. C'était dans un autre siècle. J'ose pas vous dire quelle année du siècle précédent, mais c'était dans ce lieu, et nous étions là, à votre place, la promotion des jeunes polytechniciens venant d'être incorporés. J'avais 19 ans, et vous pouvez imaginer comment on était. C'était au mois de septembre, voilà la rentrée, exactement la même saison, et imaginez, nous étions tous assis là, en grand uniforme, et évidemment pétant de fierté dans nos grands uniformes, parce qu'on venait de réussir le concours. Et le général est arrivé, on s'est mis au garde à vous. J'ai oublié, j'avoue, le nom du général, mais je n'ai pas du tout oublié ce qu'il nous avait dit. Ça a été extrêmement bref. Il a dit, mesdemoiselles, messieurs, vous venez de réussir un examen difficile, je vous en félicite. Bon. Puis après, il a dit, j'ai une chose à vous dire. N'oubliez jamais que dans n'importe quel groupe humain, il y a la même proportion de cons. Je suis désolé, c'est le mot qu'il a employé. Dans n'importe quel groupe humain, il y a la même proportion de cons. Simplement, au fur et à mesure qu'on monte dans l'échelle sociale, ils sont de plus en plus soigneusement sélectionnés. Fin de citation. Je vous assure, quand vous entendez ça, là, à la place où vous êtes, que vous avez 19 ans, vous ne l'oubliez pas. Et j'ai trouvé que c'était une leçon d'humour et d'humilité que voilà, j'essaye très imparfaitement d'appliquer dans ma vie depuis. Alors je trouve que cette humilité ou cette honnêteté s'applique bien au thème que vous traitez depuis hier et puis au thème que je vais essayer de traiter, c'est-à-dire comment l'Europe peut aider ou accompagner dans ces transitions, ces innovations, ces mutations dont vous parlez depuis hier. Parce qu'il faut bien dire, et c'est là que vient l'humilité, c'est qu'il y a tout de suite sur une question comme ça deux grandes interrogations. La première, c'est que, bien sûr, ces transitions font des laissés pour compte et peuvent tendre à accroître les inégalités. Ça, c'est un problème qui se manifeste partout et qui est devenu extrêmement aigu dans le monde anglo-saxon. Et puis, il y a une deuxième interrogation qui nous concerne plus directement, c'est le sentiment que dans ces mutations technologiques, l'Europe, et singulièrement la France, sont à la traîne. Voilà. Donc nous partons avec ces deux doutes, et avec le sentiment, soyons clairs, que l'Europe est loin d'être un atout face à ces transitions. Et je voudrais essayer de dire comment, quand même, je crois, l'Europe peut être un levier pour la France pour bien gérer ces transitions vers le XXIe siècle. Alors, je dis tout de suite, avant de plonger dans mes slides, que deux choses. La première, c'est que je vais essayer de garder un temps de questions et d'échanges entre nous à la fin. Je serais très heureux de pouvoir avoir vos réactions et de nouer un dialogue. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, je vais parler plus macro, c'est-à-dire du cadre économique et institutionnel favorable à créer, parce que c'est la responsabilité de la Banque de France, parce que je crois que c'est indispensable aussi à l'innovation micro et au succès des entreprises et de l'économie. Et puis, comme je parle à des enseignants, je crois que voilà, la macroéconomie fait aussi partie de votre champ, mais je n'oppose jamais la macro et la microéconomie. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, et que la macro est la condition de l'autre, c'est-à-dire une micro qui soit saine et puisse créer la richesse et l'emploi. Ayant dit ça, je vous propose de venir aux commentaires de quelques slides. Pour ce faire, je vais me mettre au micro là-bas. Alors, je vais faire avec un plan d'une simplicité quasi scientifique les acquis, les défis et l'action. Je vais aller assez vite sur chacun parce qu'encore une fois, je voudrais garder du temps pour notre dialogue. Je commence par les acquis de l'Europe.
Il y a quelques mois, quand l'euro-pessimisme était à son comble, ça aurait probablement été une provocation de parler des acquis de l'Europe. Souvenez-vous de l'année 2016 où, après le Brexit, voilà, tout le monde se demandait quel serait le prochain chaînon de désintégration et l'Europe était vue comme la grande zone de risque pour 2017. En fait, aujourd'hui, nous pouvons voir que l'Europe, au moins sur le plan économique, l'Europe, ça n'est pas que l'économie, mais moi je vais parler de l'économie, l'Europe, c'est trois grands acquis. C'est son marché unique, je n'en reparlerai pas cet après-midi, mais regardez ce qui se passe sur le Brexit. La valeur en creux du marché unique apparaît de façon éclatante quand on voit comme l'appartenance au marché unique revient aujourd'hui dans le débat britannique, 1 an après le vote. Deuxièmement, c'est son modèle social, et je vais le détailler un peu plus, je trouve qu'on n'en parle pas assez et que c'est essentiel. Et troisièmement, bien sûr, c'est sa monnaie unique qu'est l'euro. Le modèle social européen. Je voudrais commencer par dire quelque chose qui n'est pas dans le slide. Oui, les inégalités comptent. Et il ne doit pas y avoir de doute là-dessus. Et on l'a oublié beaucoup trop longtemps. Et là, on l'a oublié notamment dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis ou même en Grande-Bretagne. Et le boomerang politique a été impressionnant puisque ça produit successivement le Brexit et M. Trump. Mais oui, l'Europe, au sens l'Europe continentale ou la zone euro, a quelque chose à dire sur les inégalités. A quelques éléments de réponse sur les inégalités. Oh, pas tous. Mais moi, j'aimerais que l'Europe le dise plus fort. C'est autour de son modèle social. Je vais être encore plus direct. La réponse au défi des inégalités, beaucoup trop longtemps sous-estimée, notamment aux États-Unis, ce n'est pas le protectionnisme. Ça n'est pas de construire des murs, ça n'est pas l'isolationnisme, ce n'est pas non plus des baisses d'impôts massives pour les riches. La réponse au défi des inégalités, c'est certes une économie en croissance et en création, j'y reviendrai, mais c'est d'avoir un modèle social adapté et c'est d'avoir une éducation forte. Quand je parle d'éducation forte, devant des enseignants et en ce lieu, j'en mesure le symbole. Alors c'est quoi le modèle social européen ? Je crois que ce sont des choses très concrètes qui finalement nous unissent, les 27 ou les 19 pays de la zone euro, au-delà de nos différences. Bien sûr, il y a des différences entre pays. Mais c'est un niveau de service public élevé, y compris dans l'éducation. Et vous en voyez la traduction chiffrée à gauche, le pourcentage des dépenses publiques en pourcent du PIB, 48% en moyenne de la zone euro, c'est beaucoup plus qu'au Royaume-Uni, c'est encore plus qu'aux États-Unis et évidemment que par rapport aux pays émergents qu'on a mis là. Donc il y a là un premier ADN de la zone euro, au-delà du problème de dépenses publiques excessives en France, dont je parlerai dans quelques minutes, mais il y a un premier ADN de la zone euro, c'est que nous considérons que des services publics forts, ça fait partie de la compétitivité et de la cohésion d'un pays. Deuxièmement, des inégalités qui restent plus faibles, notamment à travers la redistribution. C'est ce qui est à droite sur le coefficient de Gini. Je trouve au passage, alors je ne vais pas passer de temps devant les enseignants que vous êtes à définir le coefficient de Gini. Retenons simplement, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, que c'est une mesure d'inégalité. Plus il est élevé, plus une société est inégalitaire. C'est une mesure dont on ne parle pas assez dans le débat économique européen et international. Ce qu'on voit sur le graphique qui est à droite, quand vous regardez les colonnes bleues, c'est que certes, il y a des différences entre pays européens. En gros, l'Europe du Nord est beaucoup moins inégalitaire que l'Europe du Sud. Mais que les pays européens, dans leur ensemble, sont beaucoup moins inégalitaires que les pays anglo-saxons qui sont là, ou a fortiori que des pays émergents comme l'Amérique du Sud. L'autre enseignement de ce graphique, quand vous regardez le petit rond bleu, c'était quelle était la situation il y a 30 ans, en 85. C'est que partout, les inégalités ont augmenté. Et là, il y a un effet du progrès technologique, il y a un effet de la mondialisation, il y a un effet de la libéralisation qui a eu d'autres conséquences positives, mais je crois que le boomerang politique dont je parlais tout à l'heure, il est le résultat de cet écart entre la pastille rouge et la colonne bleue auquel trop longtemps on n'a pas prêté attention. Il y a un pays qui fait exception par rapport à cette règle, vous le voyez, c'est la France, sur lequel les inégalités n'ont pas augmenté tel que mesuré par le coefficient de Gini. Il n'y a pas de motif là-dessus à l'autosatisfaction. Nous avons des problèmes de chômage, nous avons des problèmes d'égalité des chances qui sont très sérieux, j'y reviendrai. Mais je crois quand même que nous devons relever que le modèle social européen, et en particulier la France, ont quelque chose à dire sur la question des inégalités. Mais malheureusement, ils ne le disent pas assez fort, ça c'est le problème de la voix de l'Europe dans le concert international.
Dans les acquis, j'ai cité un troisième acquis qui est la monnaie, et l'euro, ça c'est évidemment le cœur de métier de la Banque de France, mais je vais être rapide sur le bilan économique. Le bilan économique, c'est que l'euro a délivré sa promesse en termes de stabilité des prix, c'est-à-dire de faible inflation. Alors on peut dire c'est abstrait, la stabilité des prix, c'est quelque chose d'assez loin de la vie quotidienne du créateur d'entreprise. Non, je crois que rien de grand, rien de durable ne se fait sans confiance. Et ça commence par la confiance dans la monnaie. L'euro a aussi délivré sa promesse en termes de stabilité des financements. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le petit graphique que vous avez sous les yeux. C'est qu'on a mis là quel était l'effet de l'euro sur la baisse des taux d'intérêt à long terme, les taux à 10 ans, et les taux à long terme sont les taux les plus importants pour le financement des États et de l'économie. Quelle est la mesure que nous avons prise? Nous avons pris l'écart de taux entre la France, c'est la courbe foncée, et l'Allemagne, et puis en bleu clair, l'Italie et l'Allemagne. Je dis bien que c'est un écart de taux, le fameux spread. Donc on a neutralisé la tendance générale mondiale à la baisse des taux d'intérêt, parce que ça, on ne peut pas l'attribuer à l'euro. Par contre, la réduction de l'écart de taux, c'est bien l'effet de l'euro. Et vous voyez que cet écart de taux, il est passé, si je regarde la France, partie gauche du graphique, en moyenne de 1,9% avant Maastricht à 0,4% l'année dernière. C'est à peu près le niveau où on est aujourd'hui, entre 0,3 et 0,4. Et donc une amélioration des conditions de financement de 1,5%. Ça, c'est extraordinairement significatif pour l'investissement et l'innovation dans l'économie. A fortiori, si on regarde pour l'Italie, et vous voyez que le raisonnement est le même, on a une baisse de l'écart de taux de près de 4%, qui fait que, encore mieux, les conditions de financement se sont améliorées en Italie. Alors, nous sortons d'un grand débat sur l'euro qui a eu lieu à l'occasion de la campagne électorale française. Je crois qu'il y a un élément qui est important, c'est, puisque j'ai parlé de confiance, c'est le soutien des opinions publiques européennes, et en particulier de l'opinion publique française, à l'euro. Ce que je vous ai remis là, c'est l'extrait de ce qu'on appelle l'Eurobaromètre, qui est réalisé par la Commission européenne, et qui a un énorme avantage, c'est qu'il est réalisé avec la même question, de façon constante, depuis l'introduction de l'euro, c'est-à-dire depuis 2002, tous les semestres. Et vous voyez qu'entre le deuxième semestre 2016 et le premier semestre 2017, et j'appelle votre attention sur le fait que ce sondage est fait en pleine campagne électorale française, on a une montée sensible du soutien à l'euro en Europe, c'est la barre rouge qui passe de 70 à 73%, c'est le plus haut niveau depuis 2004, et une montée encore plus forte en France de 68 à 72%. Cette augmentation de la confiance, et je le redis comme banquier central, la confiance est la variable clé d'une monnaie. Cette augmentation de la confiance a lieu malgré le débat politique français, si j'osais le dire, peut-être à cause du débat politique français. Parce que l'euro a été très explicitement mentionné dans cette campagne et je pense qu'il a eu un rôle sur le résultat. Donc l'euro et l'Europe peuvent être populaires. Je ne voudrais pas en tirer de complaisance, en se disant, voilà, il suffit de répéter un débat européen, BA, un peu automatique, etc., comme il a existé il y a 30 ans. Non. Mais à partir de cette popularité, quand l'Europe fait des réalisations concrètes, et l'euro c'est un succès concret, faire du niveau d'action européen un levier concret face à nos défis et pour l'action. Et j'en viens du coup aux défis que je signalais. Pas de complaisance. Le premier défi, et nous le savons tous, c'est que l'Europe a moins bien traversé la crise financière, et notamment la rechute de 2011, que les États-Unis d'Amérique. Alors, je crois qu'on le voit sur cette courbe de PIB, l'indice 100 est en 2011. Vous voyez qu'en gros, l'Europe, c'est la courbe, la zone euro, c'est la courbe rouge, fait mieux avant 2011, mais elle fait nettement moins bien après 2011. Et si je raisonne en termes de PIB par habitant, sur la période, c'est creuser un écart d'à peu près 5 points de PIB par habitant entre un Européen et un Américain. Alors, si on regarde la période la plus récente,
et je crois que ceci aussi doit être signalé, l'image s'améliore nettement. En 2016, je ne sais pas si vous en étiez conscient, la croissance européenne a été légèrement supérieure à la croissance américaine, ce qui n'est pas l'image que nous avons en général. Je prends le pari avec vous, ce n'était pas les prévisions initiales en début d'année, mais je prends le pari avec vous aujourd'hui qu'il en sera de même en 2017. C'est-à-dire que la croissance de la zone euro sera au moins égale à la croissance américaine parce que nous avons une reprise robuste en zone euro et dont la solidité ne cesse de se renforcer. L'autre défi, il peut apparaître plus national pour nous, Français, et il renvoie à quelque chose que je voudrais beaucoup souligner. Le cœur de mon exposé, c'est l'Europe, mais c'est que le niveau national compte encore de façon décisive. Pour le dire positivement, nous, Français, les dirigeants français, les acteurs de la société et de l'économie française ont des leviers d'action beaucoup plus que notre débat public ne le dit parfois. Et l'autre message positif, c'est qu'un certain nombre de nos voisins de la zone euro ont utilisé ces degrés de liberté de façon efficace. Des pays à des périodes différentes ont fait des réformes. J'aurais pu mettre la Suède, qui est en dehors de la zone euro, mais qui est très proche de notre modèle social, dans les années 90, l'Allemagne de Gerhard Schröder et de Peter Hartz au début des années 2000, les Pays-Bas de façon plus continue, l'Espagne dans les années 2010. Alors certes, ce sont des pays qui ont fait un certain nombre d'arbitrages, notamment sur leur système de protection sociale. Mais ce sont des pays qui tous restent à l'intérieur du modèle social européen. L'Allemagne est évidemment aujourd'hui infiniment plus proche de la France qu'elle ne l'est des États-Unis. Et ce que vous voyez là-dessus, on a mis très simplement la moyenne de la zone euro, c'est en rouge, en croissance cumulée 2014-2016 et en évolution de l'emploi marchand, c'est à droite. Vous voyez qu'autour de la moyenne de la zone euro, donc pour des pays qui partagent la même monnaie, pour des pays qui partagent le même modèle social, il y a aujourd'hui des performances extrêmement différentes en termes de croissance et en termes d'emploi. Les pays qui ont réformé en touchent aujourd'hui les bénéfices. À l'inverse, les pays qui sont en retard de réforme, et je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait de réforme, ça je crois que c'est une caricature de la France, mais les pays qui sont en retard de réforme sont des pays qui sont en retard de croissance et d'emploi. C'est la France et c'est l'Italie. Et je crois que comme toute réalité, celle-ci comporte sa face négative, et on le sait tous sur le constat de retard de l'économie française, et il est incontestable, mais ça comporte aussi sa face positive, c'est qu'il y a là un levier de mobilisation, de succès possible pour l'économie française à l'intérieur même de l'euro et à l'intérieur même du modèle social européen. Ça n'est pas l'euro qui explique les mauvaises performances de l'économie française, ça n'est pas le modèle social européen, dans tout ce qui comporte de commun, qui explique que nous serions condamnés à avoir peu de croissance et trop de chômage. Alors, ceci m'amène à l'action. Et je vais terminer par là, en étant évidemment un peu plus long, sur l'action en France et puis ensuite l'action au niveau européen. Je l'ai dit à l'instant, le terrain de jeu national reste essentiel. Et c'est une bonne nouvelle. Notre problème à nous, Français, pour le dire d'un mot, je ne crois pas que ce soit notre modèle social, il peut y avoir des excès sur telle ou telle chose, des mauvaises allocations sur d'autres. Mais notre problème à nous, Français, c'est que pour avoir en gros le même niveau de service public que nos voisins, le même niveau de protection sociale et de redistribution que nos voisins, cela nous coûte beaucoup plus cher. Et c'est ce que vous voyez à gauche. Si on prend les dépenses publiques, cette fois-ci non pas par rapport à la moyenne de la zone euro, les 48% qu'on voyait tout à l'heure, mais la moyenne de la zone euro hors France, c'est-à-dire nos voisins, nous sommes à 56% du PIB, la moyenne de la zone euro hors France est à 46%. 10 points de PIB d'écart, pour le traduire en milliards, sonnant et trébuchant, et vous le savez comme moi, 10 points de PIB, c'est un peu plus de 200 milliards d'euros. Je ne dis pas que nous pouvons faire 200 milliards d'économies publiques comme ça, d'un claquement de doigts. Nous savons tous que c'est difficile, que ceci suppose des arbitrages. Mais nous avons un gisement pour rendre notre sphère publique plus efficace. Je crois profondément au service public. Je crois qu'il fait partie de la compétitivité d'un pays. Je crois au modèle social européen.
Je suis heureux de diriger une grande institution publique qui est la Banque de France, mais qui essaye aussi de s'appliquer l'exigence d'efficacité. Mais il n'y a pas de raison que le service public nous coûte beaucoup plus cher que nos voisins. Alors, à droite, vous voyez la conséquence de ceci, c'est que nous avons financé ces dépenses publiques par un niveau d'impôt élevé, dont on sait qu'il provoque pas mal de réactions dans l'opinion, mais aussi par des déficits plus élevés que nos voisins. Et l'accumulation des déficits fait la dette publique, et vous voyez ici les trois courbes qui sont malheureusement très parlantes. L'évolution de la dette publique allemande, en pourcent du PIB, elle est en vert, la moyenne de la zone euro en rouge, et la France est en bleu. Vous voyez que les trois évoluent de façon à peu près parallèle jusqu'en 2010. Mais qu'à partir de 2010, la France et l'Allemagne divergent de façon spectaculaire, et ça ne se traduit pas malheureusement par un supplément de croissance en France, au contraire, et qu'à partir de la période plus récente, c'est-à-dire 2014, la France et la zone euro elles-mêmes divergent. Donc je crois qu'il est indispensable que nous retrouvions la maîtrise de notre dette publique. C'est indispensable pour des raisons économiques, je pense que c'est indispensable aussi pour des raisons d'équité. Qu'est-ce que nous faisons, et vous tous qui êtes au contact de jeunes, et puis nous avons tous évidemment la génération qui nous suit, qui arrive, qu'est-ce que nous faisons depuis plusieurs décennies? C'est de transférer la charge de nos surdépenses sur les générations futures. Je vais le dire très directement, très concrètement. Quand j'avais 20 ans, quand j'étais dans cet amphi, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors certes c'était il y a très très longtemps, je vais dire l'année, c'était en 1980. Quand j'avais 20 ans, la dette publique sur PIB, que je récupérais de la génération précédente, faisait 20% du PIB. Quand la dernière de mes filles aujourd'hui a 20 ans, ou quand les jeunes qui sont ici ont 20 ans, on est une grande génération après, vous récupérez une dette publique qui est 5 fois plus élevée. Nous avons manqué gravement à la solidarité intergénérationnelle. Et nous l'avons fait malheureusement sans avoir de meilleurs résultats en termes de croissance et d'emploi que nos voisins. Et donc ceci renvoie aux besoins de réformes, des réformes qui ont marché ailleurs, mais des réformes que j'ai essayé de résumer sur le petit slide que voici. Alors, j'ai mis les 6 clés du succès, vous verrez à la fin, ça fait un hexagone. Il y a là une petite malice géométrique, parce que l'hexagone, après tout, est une forme qui s'applique assez bien à notre pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce slide? Ça veut dire 2 messages. Le premier, c'est qu'une action économique, c'est comme pour un pays, c'est comme une stratégie d'entreprise, cela forme un tout. Cela forme un tout dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir la continuité des actions, parce que toutes les réformes que j'ai citées dans les autres pays ont pris plusieurs années pour fonctionner. Et cela forme un tout dans l'espace, c'est-à-dire qu'il ne faut pas diviser le débat économique en une série de mini-actions, de mini-guérillas, de balkanisation. J'avoue que notre débat dans la campagne électorale et depuis la campagne électorale, malheureusement, montre ceci un peu trop. Il y a pu y avoir des maladresses sur telle ou telle décision, mais à un moment, tout le débat économique se concentre sur les crédits du ministère de la Défense. Le lendemain, il se concentre entièrement sur telle réforme du marché du travail, et le jour suivant, il va s'agir du rythme d'augmentation de la CSG. Non, chacune de ces actions prises isolément ne fait pas une stratégie économique. Ce qui compte, c'est la cohérence dans l'espace. Alors, c'est ça que je veux illustrer, en commençant par les 3 pavés que vous avez là sous les yeux, qui sont les pavés bleus, c'est les pavés budgétaires. Et évidemment, il faut que nous agissions sur le plan budgétaire, compte tenu de ce qu'on voyait tout à l'heure sur les dépenses publiques. Sur le plan budgétaire, au fond, la tendance de l'opinion, la nôtre peut-être, est très simple, c'est de vouloir les 2 pavés du bas que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la baisse des impôts et la baisse de la dépense publique, de la dette publique. Mais il y a une condition pour ça, c'est que nous n'arriverons à cela que si nous améliorons l'efficacité de nos dépenses publiques. Et évidemment, cette condition-là est un peu plus difficile, mais il n'y a pas de raison que nous coûtions 10 points de PIB de plus que nos voisins. Et puis, il y a ce que les économistes appellent des réformes structurelles qui ne sont pas dans l'ordre budgétaire, mais qui sont dans l'ordre de l'amélioration du fonctionnement de l'économie. C'est ce qu'on va voir en vert. Là, on parle beaucoup du marché du travail. Je fais partie de ceux qui, tout en étant viscéralement attachés au modèle social européen, je l'ai dit, pensent qu'effectivement, la France doit réformer son marché du travail dans l'intérêt de l'emploi, pour lutter contre le chômage et pour les jeunes. Mais la réforme du marché du travail ne suffit pas, et on retrouve la globalité dans l'espace dont je parlais, si elle n'est pas accompagnée
d'un investissement massif d'accroissement d'efficacité de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Et je crois que cette priorité-là est au moins aussi forte. C'est la combinaison des deux qui conditionne l'amélioration de l'emploi. Je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, je ne sais pas s'il y en a de présents dans la salle, vous en rencontrez aussi. Je suis extrêmement frappé, partout où je vais en province, qu'au bout de 5 minutes, ils parlent de leurs difficultés de recrutement. Comment des chefs d'entreprise peuvent encore parler de difficultés de recrutement dans une France qui compte, hélas, 3 millions de chômeurs et plus de 700 000 jeunes au chômage? Là, il y a quelque chose qui est un défi, notamment pour notre appareil de formation professionnelle et l'apprentissage. Et puis, il y a un autre complément par rapport au marché du travail, c'est le marché des biens et services. Il y a un certain nombre de marchés qui sont trop protégés, qui créent des rentes pour les producteurs en place. C'est vrai du secteur immobilier et du logement, ça peut être vrai des transports ferroviaires, d'autres exemples, qui coûtent cher aux consommateurs. Et ceci peut être un élément d'équité pour rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs. L'intéressant, une fois qu'on a mis ces 6 clés du succès, ou qu'on a composé cet hexagone, c'est les interactions que vous voyez apparaître. C'est que 2 à 2, ces réformes produisent un certain nombre de fruits. Je ne vais pas les détailler toutes, mais si nous voulons, je commence en haut à droite, pérenniser le modèle social européen, il faut que nous maîtrisions mieux nos dépenses et notre dette. Si nous voulons assurer la solidarité que nous devons à la jeunesse, il faut que nous maîtrisions la dette et que nous investissions dans l'éducation et la formation professionnelle. Si nous voulons avancer sur l'emploi, je l'ai dit, c'est marché du travail et formation professionnelle, simplification. Et enfin, je dis un mot de ce qui est à gauche. Je crois que c'est très important en ce lieu et que vous en avez beaucoup parlé ce matin. La France a besoin de davantage d'innovation et de création. Nous avons fait beaucoup de progrès là-dessus ces dernières années, mais pendant ce temps-là, les autres ont aussi accéléré. Et ça, c'est la rencontre à la fois d'une fiscalité plus incitative, mais aussi d'opportunités sur le marché des biens et services. Il ne faut pas qu'il y ait de barrières à l'entrée, notamment pour les générations les plus jeunes qui veulent créer. Il y a beaucoup plus de créateurs d'entreprises en France qu'à la génération précédente. Très bonne nouvelle, mais cassons un certain nombre de rentes et de barrières à l'entrée. L'autre message, c'est que si nous faisons cela, nous sommes sûrs que cela va marcher. Nous sommes sûrs que la France va gagner sur le plan économique. Parce que tous nos voisins européens qui l'ont fait ont eu ce type de succès avec davantage de croissance et d'emploi, moins de chômage, moins de dettes et d'impôts et une augmentation des opportunités. Alors on pourra débattre des chiffres et je suis prêt à vous donner des ordres de grandeur, mais nous ne devons pas avoir de doute sur le fait qu'une stratégie économique pour le pays France, appliquée de façon cohérente dans l'espace et tenace dans le temps, produira des résultats. Ceci vous apparaît peut-être comme une évidence, mais l'opinion publique française ou médiatique a aujourd'hui un doute là-dessus et on la comprend. Nous sortons de trop longues années de retard ou d'échec. Je crois qu'il faut que nous soyons capables d'être confiants en nous-mêmes et d'être tenaces dans la mise en œuvre. Alors, je termine par ce que peut donner, en plus de l'action nationale, qui est très importante, le levier européen, et je reviens ainsi, pour conclure, à l'Europe. Je voudrais dire 2 choses à propos de ça. Le premier est macro, à nouveau, macroéconomique, sur ce qu'on peut faire, et ce que j'appelle le triangle de croissance. Alors, je ne vais pas détailler tout ce qui est là. Je voudrais simplement repartir de ce qui est en bas à gauche, parce que ça fait le lien avec ce qu'on vient de voir. Tout commence par des réformes nationales. Et une bonne partie de notre destin dépend de nous. Mais dès lors que nous faisons cela, l'Europe doit nous apporter 2 capacités d'accélération. Le premier, c'est le coin qui est en bas à droite, que j'ai appelé le policy mix de la zone euro, ou la stratégie économique collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais en donner un exemple très proche, j'espère très concret, entre la France et l'Allemagne. Si la France fait davantage de réformes, l'Allemagne doit faire davantage de relance. Alors, beaucoup de gens disent ça depuis longtemps. Mais vous pouvez regarder, il y a une espèce de blocage, de round d'observation, vous savez, comme ces compétitions de vélo sur piste où tout le monde s'attend. Donc certains responsables français pointent l'Allemagne du doigt en disant le problème économique de la France, c'est l'Allemagne. Je n'aime pas ce discours, je pense qu'il n'est pas digne d'un grand pays comme nous. Puis comme les Allemands ne sont pas plus bêtes que les autres, ils pointent vers la France en retour et disent nous, on réfléchira sur notre relance le jour où vous commencerez à réformer. Il faut faire et
c'est pas où. Et dès lors qu'il y a des réformes en France, il faut que l'Allemagne puisse utiliser ses capacités budgétaires excédentaires, soit pour relancer l'investissement public, et elle en a besoin, soit pour faire des baisses d'impôts aux ménages, soit pour faire des augmentations salariales. Mais il faut accompagner réforme en France et relance en Allemagne. Et puis, ça peut être plus globalement une stratégie économique collective. Je viens de la réduire à 2 pays, mais on peut inclure l'Italie, les Pays-Bas, d'autres pays. Aujourd'hui, nous n'avons pas un jeu collectif qui combine le mieux possible une trajectoire de croissance et d'emploi en Europe. Et pour ça, il faut probablement un ministre des Finances de la zone euro. C'est une proposition que j'ai faite avec d'autres. Il faut un budget de la zone euro. Je crois qu'on ira progressivement vers ce jeu collectif. Et puis, il y a ce qu'on a mis en haut, qui est l'union de financement pour l'investissement et l'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je parle devant des spécialistes, comme vous le savez, la zone euro est marquée aujourd'hui par des excédents extérieurs très importants. Ces excédents extérieurs, nous savons tous que c'est équivalent à un excédent de l'épargne sur l'investissement. Et là, on va rentrer dans des choses très concrètes. Chaque année, la zone euro a 350 milliards d'euros d'épargne excédentaire par rapport à son investissement. 350 milliards d'euros d'épargne européenne qui, au lieu d'aller s'investir en Europe, va s'investir dans les pays émergents, aux États-Unis, en Asie, à l'étranger. Il faut que nous mobilisions une partie, le maximum de ces 350 milliards, en faveur de l'investissement et de l'innovation en Europe. Je vais citer qu'un exemple, mais il y a beaucoup d'autres leviers pour cette union de financement, c'est de créer un vrai capital risque européen. Vous avez beaucoup parlé, je pense, de start-up ou d'innovation ces 2 derniers jours. Quand vous regardez les fonds de capital risque américains, le 10e fonds américain est 3 fois plus gros que le premier fonds européen. Ceci a une conséquence très concrète. Dès qu'une start-up européenne ou française réussit, et il y en a eu, Criteo, Blablacar, etc., au début elle a des financements européens, mais dès qu'elle a besoin de 100 millions, de 150 millions d'euros, la taille des fonds européens ne suffit pas et ces sociétés deviennent américaines. Dans le cadre du plan Juncker, dans le cadre de ce qu'on appelle la Capital Markets Union, il faut créer un vrai fonds de capital risque européen avec des fonds publics au besoin. Je vais terminer par ce slide qui n'est pas économique, mais qui m'est cher. Parce que l'Europe, ça n'est pas que l'économie. L'Europe, ça doit être l'Europe des projets. Je pense qu'on a beaucoup souffert de l'Europe des discours, l'Europe des institutions, de la tuyauterie. Ce qui compte, c'est le pourquoi. Et que l'Europe marche, l'Europe est populaire quand elle délivre des résultats concrets. Ça a été le cas de l'euro dont j'ai parlé. Et donc aujourd'hui, la devise de l'Europe, ça devrait être peu, il faut choisir quelques projets, bien, il faut aller au bout, et jusqu'au bout, c'est-à-dire avec des résultats pratiques, visibles pour les citoyens. Alors, dans l'ordre non économique, dans l'ordre économique, c'est ce renforcement de l'union économique dont j'ai parlé tout à l'heure, dans l'ordre non économique, je crois qu'il y a la défense, je crois qu'il y a la protection des frontières, je crois qu'il y a le changement climatique et la transition énergétique. Je vais terminer par un projet qui est une illustration, mais que je crois une belle priorité pour l'Europe, c'est ce que j'appelle Erasmus Pro. C'est un projet que nous avons imaginé avec un certain nombre de responsables européens, l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta, Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, Peter Hart, qui était le réformateur allemand, et quelques autres, consiste à dire la chose suivante, si j'ose dire simplement la chose suivante. Il n'y a pas de tâche plus urgente aujourd'hui en Europe que de traiter le problème du chômage des jeunes, et notamment des jeunes non qualifiés, parce que les jeunes qualifiés n'ont évidemment beaucoup moins de problèmes. Nous avons plus de 5 millions de jeunes au chômage en Europe. Nous en avons plus de 700 000 en France, comme en Italie, comme en Espagne. Et parallèlement, nous avons des pays en Europe qui ont des appareils de formation professionnelle formidables et sous-utilisés. C'est le cas pas seulement de l'Allemagne, c'est le cas de l'Europe du Nord. Alors il y a ce programme que tout le monde connaît, qui est Erasmus, devenu Erasmus+, depuis 2014, et qui profite aux jeunes qualifiés, et qui leur donne l'occasion de passer les frontières, de bénéficier de l'Europe, de vivre l'Europe très concrètement, et d'enrichir leur formation. Ce que nous voudrions pouvoir faire, c'est Erasmus Pro, c'est-à-dire donner la même chance aux jeunes non qualifiés qu'un jeune espagnol, français, italien, portugais ou allemand,
puisse aller suivre son apprentissage dans un autre pays, bénéficier d'un métier, bénéficier d'une langue, être soutenu pour cela par l'Union européenne et augmenter ainsi ses chances de retrouver un emploi dans son pays. C'est la mobilité positive pour les jeunes non qualifiés. Je crois que c'est un projet, si on aide 200 000 jeunes européens par an, qui peut permettre à 1 million de jeunes européens en 5 ans. Nous avions mis ces chiffres 2015-2020 il y a 2 ans, qui peut permettre à 1 million de jeunes européens d'acquérir enfin une qualification professionnelle et une chance de métier. Voilà, je termine simplement, avant de venir à vos questions, en disant une conviction que je crois nous vivons tous peut-être dans l'Europe d'aujourd'hui. Tout n'est pas facile. Nous avons des défis, nous avons des exigences pour l'action. Mais nous avons, je crois, et je l'ai écrit comme cela dans la lettre au président de la République que le gouverneur de la Banque de France envoie chaque année, je l'ai envoyée début juillet, nous avons un moment favorable. Nous avons un moment favorable parce qu'il y a une reprise économique en Europe. Nous avons un moment favorable parce que pour la première fois depuis 15 ans, il y a un alignement démocratique entre les élections françaises, les élections allemandes et bientôt les élections italiennes. Nous avons un moment favorable aussi pour des raisons qui sont moins positives. C'est que malheureusement, ce qui se passe hors d'Europe renforce le besoin de protection européenne et les inquiétudes sur le reste du monde. C'est évidemment le cas dans les États-Unis de M. Trump, c'est le cas avec le Brexit, pour ne pas parler des menaces terroristes ou de ce qui se passe autour du Proche-Orient. L'Europe n'appartient pas au passé, comme peut-être trop souvent ça a été le cas dans des discours politiques. Vous savez, l'Europe, c'est la paix. Bon, je crois au passage que dans le monde très dangereux de 2017, la paix n'appartient pas au passé, malheureusement. Et la promesse européenne de paix reste de grande actualité. Mais l'Europe n'appartient pas au passé, au XXe siècle. Je vais citer Simone Veil, que tout le monde a salué il y a quelques semaines. Simone Veil disait « L'Europe, c'est le grand dessein du XXIe siècle ». Quand je dis ça, je ne veux pas faire une espèce de discours euro-BA, creux, ronflant, etc. Je veux renvoyer à l'action de quelques projets, peu, bien, jusqu'au bout. Mais à ces conditions-là, l'Europe, c'est pour nous et c'est maintenant. Merci. Merci, Monsieur le Gouverneur. S'il y a des questions, à présent, nous pouvons faire circuler des micros. Alors, je vois les mains qui se lèvent. Je vois une main qui se lève. Ah, une première question ici. Question brève. Oui, Estelle Bougler, je suis inspecteur. Dans le cadre de ce que vous avez présenté... À quel endroit, si je peux... Comment ? À quel endroit ? Poitiers. Une petite question sur l'évolution européenne. On a aujourd'hui des pays comme la Pologne et la Hongrie qui sont dans des logiques passagers clandestins. Est-ce que on peut dire quand même qu'ils sont soutenus, hein, je veux dire, c'est pas simple. Est-ce qu'on peut envisager que notre prospérité n'est pas forcément compatible actuellement avec leur propre évolution et leur prospérité interne ? C'est évidemment une question très importante. Je fais 2 réflexions rapides. La première, c'est que très souvent, vous l'avez remarqué, quand je parle d'Europe, je parle de zone euro. Et je pense que la zone euro, c'est le cœur. C'est 19 pays sur 27 ou 28 encore avec la Grande-Bretagne. C'est 19 pays qui partagent l'essentiel du modèle social. Il y a plus d'homogénéité du modèle social entre les 19 qu'entre les 27-28. Et c'est des pays qui partagent une ambition plus forte. C'est un premier élément de réponse à votre question, c'est que je pense qu'il faut que les pays de la zone euro n'aient pas peur d'avancer entre eux. Vous vous souvenez de ce débat sur l'Europe à 2 vitesses, etc. Là aussi, c'est un débat un peu abstrait dont je me méfie. Mais la zone euro doit rester un club ouvert. Ce n'est pas un club fermé. Mais et elle est ouverte. De fait, on oublie toujours de rappeler que la zone euro, au début, quand on est entré en 2002, c'était 12 pays. Aujourd'hui, c'est 19. Et les derniers à être entrés, c'est les 3 pays baltes, qui allaient plutôt bien. Et qui ont envie de rejoindre la zone euro. Si un jour la Pologne voulait rejoindre la zone euro, ce qui ne paraît pas imminent, mais le club doit être ouvert. Mais à cette condition-là, la zone euro doit pouvoir avancer sur son intégration économique et sociale. Et je le dis quelquefois de façon un peu provocante,
nous n'avons pas à nous excuser auprès des autres pays d'avancer dès lors que la porte leur reste ouverte. Le deuxième élément de réponse, je ne suis pas un spécialiste de la Pologne, de la Hongrie ou d'autres pays d'Europe centrale, mais qu'à l'évidence, nous n'avions pas d'autre choix, après la chute du rideau de fer, que de leur ouvrir l'Union européenne. Et je crois qu'ils l'ont ressenti comme la réparation d'une injustice et des blessures de l'histoire, et c'était vrai. Je dis ça bien au-delà de l'identité des gouvernements actuels en Pologne ou en Hongrie, mais au regard de l'histoire longue et de l'identité européenne, il n'y a pas de doute que ces pays-là font partie de l'Europe. Alors je souhaiterais, comme vous, qu'ils aient des gouvernements plus ouverts à tous égards, mais je crois qu'il ne faut pas regretter le choix qui a été fait en 2004 de l'élargissement. Il ne faut même pas regretter le fait que nous continuions aujourd'hui à assumer des transferts vers ces pays. C'est vrai qu'ils sont en retard de croissance. Au fur et à mesure qu'ils convergeront, c'est ce qui s'est passé avec l'Espagne et le Portugal, ces transferts diminueront. Bon, en face de ça, on ne va pas s'excuser, on ne va pas toujours les attendre pour avancer, et deux, il faut qu'on soit tout à fait exigeant par rapport aux valeurs démocratiques et à un certain nombre de projets qui nous tiennent à cœur. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, les polémiques de la semaine dernière l'ont montré, il y a beaucoup de bruit et de fureur, mais l'Europe des deux cercles, l'Europe à deux vitesses est une réalité et c'est bien. L'appartenance de ces pays d'Europe centrale, au-delà, encore une fois, des vicissitudes de leur gouvernement à l'Europe, pour moi, ne fait aucun doute. J'espère que tôt ou tard, cette convergence, qui n'est pas qu'une convergence économique, pourra s'accélérer. Mais ça ne veut pas dire passer par toutes leurs conditions. Alors, parmi les défis... Si vous voulez bien vous présenter. Pierre Tabarin, consultant. Parmi les défis à surmonter, certains disent que l'endettement actuel, public et privé, est plus important que jamais, plus important qu'en 2008 même, que cela révèle vraisemblablement un certain nombre de bulles spéculatives et qu'une crise nouvelle est encore tout à fait possible. Qu'en pensez-vous? C'est des questions faciles, hein, les unes après les autres. Bon, sur l'endettement public, j'ai montré le petit graphique. Là, je crois que ça n'est pas tant un risque sur la stabilité financière qu'un risque sur la solidarité et la souveraineté. Hein. J'ai souligné l'élément de solidarité, il y a un élément de souveraineté, c'est-à-dire que si les taux d'intérêt remontent, et tôt ou tard, ils remonteront. N'en déduisez pas un pronostic en termes de chiffres ou de dates, un banquier central ne fait jamais de pronostic. Mais si les taux d'intérêt remontent, notre marge de manœuvre budgétaire, année après année, sera entièrement absorbée par les intérêts de la dette. Et ça, c'est une perte de souveraineté qui n'est pas admissible. Après, vous avez mentionné la dette privée. La dette privée, c'est la dette des entreprises et des ménages. Et celle-ci, effectivement, on en parle moins souvent, mais a tendance à augmenter en France, alors qu'elle se réduit plutôt dans le reste du monde. Là, il y a une forme d'anomalie française. Alors, ça n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Hein, puisque il se trouve que la dette privée en France était nettement plus faible que dans le monde anglo-saxon ou même que dans certains pays européens, donc il y a en partie un phénomène de rattrapage, et puis derrière ça il y a de l'activité économique. Hein, la dette des ménages finance le logement et l'immobilier, la dette des entreprises finance souvent l'investissement. Mais, je rejoins votre question, et nous avons eu l'occasion de le dire officiellement, il y a aujourd'hui une alerte sur les niveaux que nous atteignons et surtout sur la croissance qui continue. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais je voulais simplement vous éclairer sur quelque chose qui a changé depuis la crise de 2007-2008. Partout ont été créées des instances de vigilance sur la stabilité financière, c'est-à-dire justement l'évolution de ces données. Et on a considéré que les banques centrales avaient désormais deux missions. Une mission sur la stabilité des prix avec la politique monétaire, mais une mission aussi sur la stabilité financière avec un certain nombre de mesures dites macro-prudentielles. Et cette mission s'exerce pour la France dans le cadre de ce qu'on appelle le Haut Conseil de stabilité financière, qui est présidé par le ministre de l'économie et des finances, mais dont je suis le rapporteur. C'est nous qui présentons l'analyse et les mesures éventuellement à prendre. Nous avons au niveau de la zone euro exactement la même structure, hein, un conseil qui regarde le risque systémique. Ce que nous avons dit aujourd'hui sur ce Haut Conseil de stabilité financière,
c'est qu'il n'y avait pas de risques globaux, mais que nous étions sensibles à deux évolutions. L'évolution de la dette des entreprises, qui nous paraît trop rapide, et en mode un peu plus mineur, l'évolution du crédit immobilier, qui a beaucoup accéléré ces derniers mois. Et donc nous devons regarder de très près, il ne s'agit pas d'aller casser un moteur de croissance économique, mais nous regardons de très près, mois après mois, l'évolution des agrégats, et au besoin, nous prendrons un certain nombre de mesures. Donc nous sommes vigilants par rapport à ce point. Nous allons prendre encore deux questions, madame là-haut, monsieur ici, de manière groupée, et comme ça on aura encore 2 minutes pour faire la réponse. Alors, bonjour, je suis professeur d'économie. Et où êtes-vous, pardon? Ah ben voilà. N'hésitez pas à parler bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui, donc notre avenir est européen, on est d'accord. Cet avenir sera assuré par le brassage des populations. Est-ce que ce n'est pas dommage de limiter Erasmus à un petit nombre de jeunes et de ne pas permettre et faire l'effort financier de financer tous ceux qui veulent bouger? Alors ça, c'est la première question. Et j'ai une deuxième question, oui, qui est peut-être un petit peu plus personnelle, qui est de dire que l'Europe du travail coince sérieusement, parce que vous allez travailler dans un autre pays européen, vous êtes obligé de rouvrir un compte en banque, vous êtes obligé de reprendre des assurances, même si c'est pour 6 mois de travail, notamment en Belgique, pour vous donner un exemple. Est-ce que c'est normal à l'heure de l'Europe? Merci. Et une seconde question qu'on fait en même temps. Oui. Bonjour, monsieur le gouverneur. Pierre Robert, professeur. Ma question est un peu marginale. À Franklin, lycée Saint-Lémy-Gonzague. Ma question est un peu marginale, mais elle a un lien avec le thème de l'innovation qui nous préoccupe ici. On assiste actuellement à une sorte d'ébullition du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin, Ethereum ou autre. Est-ce que vous prenez ce phénomène au sérieux? Alors rapidement sur les 3 questions. Sur la première question que vous posez, madame, sur Erasmus, je suis d'accord avec vous. Je crois que c'est un sujet sur lequel il faut mettre davantage d'argent. Je mettrai simplement une priorité, je ne sais pas si c'est la même que vous mettez, confère mon dernier slide. C'est d'abord pour les jeunes non qualifiés. Et je crois qu'il est plus que temps de faire, appelons ça Erasmus de l'apprentissage ou Erasmus Pro. En plus, nous nourrissons le sentiment d'une Europe à 2 vitesses, mais là dans le mauvais sens. C'est-à-dire que l'Europe profite, il y a cette idée, que l'Europe profite aux classes aisées, aux jeunes ayant fait des études supérieures, et que l'Europe pénalise les autres. Non, il faut que l'Europe profite aussi aux jeunes les moins qualifiés, et s'il faut mettre de l'argent, et je crois qu'il faut mettre plusieurs milliards ou plusieurs dizaines de milliards d'euros pour Erasmus, et ils peuvent être dégagés à l'échelle européenne, ça sera en priorité pour ces jeunes non qualifiés. Sur l'autre question que vous posez sur, au fond, la vie quotidienne quand on traverse les frontières, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Nous avons fait le marché unique des services financiers, donc en principe, mais je mesure le caractère un peu théorique de ce que je dis, vous pouvez ouvrir un compte à travers les frontières, bénéficier d'une assurance issue d'un autre pays. Ça prend la forme dite de la libre prestation de services, c'est-à-dire qu'un banquier français peut ouvrir des comptes pour un client en Allemagne. En pratique, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est vrai parce que jusqu'à présent, il fallait encore une agence bancaire. Je pense qu'il y a quelque chose qui va changer et qui va accélérer la réalité d'un marché unique transfrontière, c'est les banques digitales. Et aujourd'hui, vous voyez éclore des tas de banques qui ont des implantations transeuropéennes beaucoup plus facilement. Et demain, peut-être l'assurance digitale. Donc voilà, il faut que nous poursuivions le cadre du marché unique, nous essayons de rendre la vie des Européens plus simple. Une fois qu'on a dit ça, j'ai pas mal insisté là-dessus, vous avez dit notre avenir passe par l'Europe, je suis évidemment d'accord, mais il y a une bonne partie de notre avenir qui passe aussi par nos réformes nationales. Enfin, ne renvoyons pas tout à des réformes européennes. Beaucoup de notre destin dépend de nous-mêmes et sachons prendre en France ce qui marche le mieux chez les autres. À propos du Bitcoin et de votre question préoccupation partagée, la Banque de France a été amenée dès 2013 à émettre un avis sur le Bitcoin où nous avons mis en garde. Alors c'est une forme de spéculation privée, ceux qui investissent dans le Bitcoin.
C'est une monnaie, entre guillemets, une crypto-monnaie privée, c'est-à-dire que ceux qui investissent dans le Bitcoin investissent comme dans n'importe quel actif financier. Mais derrière cette monnaie, entre guillemets, il n'y a aucune institution publique qui assure la confiance. Or, l'histoire longue nous apprend que la confiance dans une monnaie, elle est assurée par une institution publique, et même, on le voit sur la période récente, elle est mieux assurée par une institution publique indépendante, qui est à l'abri des pressions politiques. Nous n'avons rien de tout ça derrière le Bitcoin, nous avons une communauté et un certain nombre de miners qui sont des acteurs privés, et souvent des acteurs privés qu'on ne connaît pas. Par ailleurs, il n'y a aucune régulation, comme on le voit sur les institutions financières dont on parlait à l'instant, il n'y a pas de surveillance du Bitcoin, etc. Donc soyons clairs, tous ceux qui investissent dans le Bitcoin, c'est à leurs risques et périls. Et je ne pense pas que ce soit amené à un développement massif, quels que soient les aléas du cours du Bitcoin tel qu'il évolue. Alors on pourrait souhaiter qu'un jour les choses aillent dans le sens d'une réglementation. La seule difficulté qu'on a en la matière, c'est que s'il faut une réglementation, elle ne peut être que mondiale. Ça n'a pas de sens même de prendre une réglementation européenne sur le Bitcoin. Au fur et à mesure que le Bitcoin gagne de l'ampleur, même si ça reste relativement modéré, je pense que ce besoin d'une réglementation mondiale gagnera, mais je suis honnête avec vous, on n'y est pas encore. Notre rôle pour l'instant, c'est de mettre en garde les investisseurs par rapport à ce Bitcoin. Je ne crois pas durablement, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, qu'une monnaie privée puisse remplacer une monnaie avec la confiance ou le crédit public. Voilà, j'ai cru comprendre qu'on arrivait à peu près au bout des questions. Alors, il y a plein de questions ou de commentaires qui apparaissaient sur Twitter, mais je n'ai pas pu les voir. En même temps, vous me les enverrez ou il y en a un ou deux qui méritent d'être... On pourra vous les passer et puis peut-être faire effectivement des réponses par la suite. Mais effectivement, notre programme nous entraîne toujours plus loin. Je voudrais qu'on applaudisse très chaleureusement Monsieur le Gouverneur. Oui, bien sûr. Merci encore une fois de cette rencontre. Je voudrais ajouter une chose. Parmi les missions de la Banque de France, il y a une nouvelle mission qui nous a été confiée depuis l'an dernier, qui est ce qu'on appelle l'éducation économique et financière des publics. L'idée, c'est quoi? Mais vous êtes au cœur de cet enjeu bien avant nous. C'est que si nous donnons aux divers publics, dans leurs différences, les moyens de mieux comprendre un certain nombre d'enjeux économiques et financiers, c'est un instrument d'autonomie et de solidarité. Alors, pour vous citer un exemple qui ne vous concerne pas directement, les publics défavorisés, pour mieux prévenir le surendettement et les aider à gérer leur budget, c'est une mission de la Banque de France et nous le faisons avec les travailleurs sociaux. Mais en ce qui concerne le public des jeunes et le public des étudiants, là, évidemment, c'est vous qui êtes au cœur de cet enjeu, c'est vous qui le pratiquez depuis très longtemps. Ce que je voulais très simplement vous dire, c'est que la Banque de France, dans ses implantations, dans toutes les régions, dans tous les départements, est à votre disposition pour fournir un certain nombre de matériaux, de données, de graphiques, dont vous faites absolument ce que vous voulez, mais nous avons signé une convention avec bon nombre d'inspections d'académies, et nous sommes déterminés à développer beaucoup cette action. Encore une fois, c'est vous qui l'utilisez comme vous voulez, mais je considère qu'une des très grandes responsabilités de la Banque de France, c'est d'être au service des enseignants que vous êtes, pour que nos concitoyens aient plus d'armes économiques et financières. Merci beaucoup. Bravo.